Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon lundi et que vous démarrez bien la journée, que tout va bien, que la reprise se passe bien pour ceux qui rentrent de vacances et ceux qui clôturent un petit peu leur dossier pour partir eux à leur tour en vacances. J'espère que tout ça se passe bien pour vous et que et puis j'ai rien d'autre à dire. Alors aujourd'hui nous allons parler d'aliments transformés, de glycémie, de gens maigres et de politique et même de nouveaux jobs. Donc je vais pas trop perdre de temps, je vais pas m'amuser à trop raconter de choses parce que je sais que je vais encore une fois digresser. Juste j'ai vu que il y avait eu énormément de ces derniers temps de polémiques sur le plus populaire des youtubeurs fitness français. Alors j'ai pas lu, mais bon j'ai entendu et on m'a dit et j'ai reçu des messages et qu'est-ce que t'en penses et tout ça, vous savez un petit peu. Maintenant c'est le monde des avis de et t'en penses quoi? J'en sais rien en fait. Mais par rapport à ça, c'est juste petite observation que peu de grands médias précisent. Il me semble que Thibaut a quand même contribué à ce que beaucoup de personnes ne soient pas obèses aujourd'hui. C'est juste ça en fait que je dis moi. Il y a certainement plein parce que je sais qu'il a eu un public très très jeune pendant une période. Peut-être qu'il a évolué avec lui ce public-là, mais globalement, il a forcément mis des gens le pied à l'étrier à plein de gens. Donc, il a certainement à son compteur aidé plus de gens que même pas mal de médecins. Juste voilà ça. Moi après le reste. Ce qu'il dit, ce qu'il a dit, etc. Je m'en fous un petit peu, mais c'est juste il faut pas oublier ça, quoi. Son niveau de popularité est tel qu'aujourd'hui on peut se dire qu'il a quand même aidé énormément de personnes à s'y mettre. Voilà. Donc fin de la petite parenthèse parce que je recevais tellement de messages là-dessus que voilà, je voulais juste donner un petit éclairage sur une chose qu'on oublie, un fait en fait qu'on oublie. Voilà, donc la suite, aliments transformés et glycémie. Alors, plus un aliment est transformé et plus il perturbe la glycémie. En fait, c'est une étude française sur 98 aliments a montré que plus les produits alimentaires sont transformés, moins ils sont rassasiants et plus ils élèvent la glycémie. Les aliments ultra transformés pourraient donc augmenter le risque de diabète de type 2. Alors pour rappel, le diabète de type 2, pour ceux qui ne savent pas, c'est beaucoup de gens appellent ça le diabète du style de vie en fait parce que majoritairement il va se déclencher chez des personnes qui ont un style de vie pas terrible, c'est-à-dire manque d'activité physique et une mauvaise nutrition, mais aussi ça peut arriver chez des sportifs, c'est-à-dire que moi demain je peux en avoir un, bien que je fasse du sport et que j'essaye de manger le plus sainement possible, etc. Alors moi mon hypothèse là-dessus c'est qu'en fait moi par exemple j'ai ma glycémie n'est pas hyper basse comme vous savez des fois il y a des gens qui disent moi ma glycémie à jeun 70 donc relativement basse. Et donc du coup, on pourrait se dire ouais mais quand on fait du sport etc on est censé avoir ça. Si on l'a pas, c'est qu'on fait mal les choses. Moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Après, ça n'engage que moi. Mais ces histoires de glycémie et tout, faut pas oublier d'où on vient. C'est-à-dire que moi j'ai un petit lecteur de glycémie où je vous en avais déjà parlé. Je m'en sers périodiquement. On va essayer de voir un petit peu comment ça se passe dans mon organisme etc. Mais bon c'est peut-être une fois par an quoi que je regarde. Et en fait faut pas oublier d'où on vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, on peut modifier, améliorer tout ça grâce au sport, à la nutrition. Je suis d'accord. Mais faut pas oublier d'où on vient. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai été en surpoids et même catégorisé comme obésité légère, un IMC au-dessus de 30, etc. Donc si je rentrais mes valeurs, donc sans sport, l'IMC, moi j'y crois quand il n'y a pas de sport en fait. Après, dès qu'il y a le sport et tout, puis l'IMC avec le tour de taille, j'ai oublié de préciser. Je trouve que c'est voilà, s'il y a le tour de taille qui est mesuré avec, on peut s'en rendre compte. Donc moi j'étais en obésité modérée.
Donc il faut pas que j'oublie ça en fait. C'est que forcément au niveau de la gestion, moi je devais avoir une certaine résistance à l'insuline et aujourd'hui avec le sport et l'alimentation, je sauve les meubles, mais mon terrain à la base est entre guillemets à risque. C'est toujours ce que je garde en tête en fait. Je suis jamais sauvé. Et pourquoi je dis ça, parce que c'est une des raisons qui fait qu'on peut garder aussi sa motivation sur le long terme, quoi. Donc bon, je reprends l'article. On sait désormais que 90% des sucres ajoutés de notre alimentation viennent d'aliments ultra transformés et que le degré de transformation d'un aliment joue un rôle sur son index glycémique. Ainsi, les carottes ou les pommes ne présentent pas les mêmes index glycémiques et les mêmes indices de satiété selon leur préparation, que ça soit cru, cuit, broyé ou mixé, etc., etc. Donc, alors il y a une personne que vous devez connaître qui est ultra populaire dans le petit monde du fitness et de la santé que nous connaissons tous là, enfin entre nous là, notre petite secte là comme ça, j'aime bien dire parce que on est tellement critiqué dans ce monde du fitness quand on essaye de bien faire les choses que bientôt on sera catégorisé comme des sectes. Donc je continue. Anthony Fardet, de l'unité de nutrition humaine de l'INRA de Clermont-Ferrand, a voulu confirmer sur un plus grand nombre d'aliments. Pour cela, il a étudié la corrélation entre le degré de transformation de 98 aliments, donc prêts à manger, et l'indice de satiété de ces aliments et la réponse glycémique. Alors, les résultats obtenus confirment les hypothèses de départ. Plus un aliment est transformé, plus son indice de satiété est bas. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable d'en manger beaucoup. En tout cas, on ne perçoit pas la fin de notre appétit quand on le mange. En tout cas, on le perçoit plus tardivement. On l'aperçoit plus tardivement, cette fin de la faim. Et plus la réponse glycémique est élevée. Donc ça, c'est ballot quand même, parce que ça veut dire que on mange plus, mais en plus la réponse glycémique elle est élevée. Ces résultats ont également été confirmés sur environ 280 autres nouveaux aliments prêts à consommer. Alors pour Anthony Fardet, que vous retrouverez dans pas mal d'interviews et tout, allez voir son travail à Anthony Fardet, parce que c'est pas un pratiquant de muscu à fond comme nous, hein, mais c'est une personne qui travaille, en tout cas qui a un regard et qui, voilà, j'aime bien son travail, j'aime bien la façon dont il a de s'exprimer. Il a l'air d'être assez concerné par tout ça sans tomber dans l'extrême en fait. C'est juste voilà. Donc voilà. Donc lui il dit il serait intéressant d'afficher les indications de ce degré de transformation sur les emballages de produits. Donc oui ça c'est sûr, mais là il va y avoir une lutte encore une fois, hein, évidemment. Hein. Et après, il réfléchit à une classification qui utiliserait un index quantitatif reflétant le degré de transformation de l'aliment. Il s'agirait de chiffrer les caractéristiques de l'aliment, incluant à la fois les données de composition nutritionnelle et de caractéristiques physiques de la matrice qui sont en relation avec le caractère plus ou moins transformé de l'aliment. Alors, si vous voulez comprendre la notion de matrice d'un aliment, allez voir ces conférences et vous comprendrez pourquoi de manger un jus de légumes n'est pas pareil que de manger des légumes. Donc voilà, donc tout ça c'est dit. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que des aliments transformés, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? J'en ai pas qui me viennent. Mais globalement, si vous allez manger des lasagnes, parce que c'est souvent l'exemple que je prends, lasagne ça me plaît pas trop. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme, je sais pas, un plat transformé, une barquette toute faite, je sais pas, un riz curry coco, machin. Eh ben, l'IG sera certainement plus élevé que si vous allez consommer, le faire vous-même, parce que il y aura des aliments ultra transformés, des ingrédients ultra transformés dans la préparation que vous n'aurez pas mis si vous le cuisinez chez vous. Bon, eux, ils ont étudié 98 aliments et ça se pourrait aussi dans 280 autres aliments. Mais globalement, le truc qu'il faut voir là-dedans, c'est que manger ultra transformé, c'est pas une bonne chose en fait. Hein. Alors vous, je sais que vous êtes éveillés là-dessus, mais il y a énormément de personnes et qui se cachent encore derrière « Oh, mais si ça se vend, c'est bon, on peut le manger !» Bon. C'est un peu naïf hein, de penser comme ça, quoi. Mais bon.
On passe à notre deuxième sujet. Pourquoi est-on maigre? Alors, le premier sujet c'était un article de Marie-Céline Rey, journaliste scientifique, et le deuxième, c'est Elvire Nérin, journaliste scientifique et auteur. Elle est auteure également. Alors, pourquoi est-on maigre? Parce qu'on a faim et qu'on brûle plus de calories. Voilà la suggestion. Donc, si vous êtes naturellement maigre, ce n'est pas parce que vous êtes plus actif, mais que vous avez moins faim et que vous brûlez plus de calories au repos que les autres. On a l'exemple d'une amie, une amie de ma femme, qui a des gosses en bas âge, qui ne travaille pas, mais qui travaille pas, qui n'a pas d'emploi, mais certainement qu'elle doit être occupée à la maison avec des gosses en bas âge, et qui, mange plus ou moins ce qu'elle veut. C'est pas plus ou moins, c'est en fait elle fait pas du tout attention et elle est maigre. Elle a pas 20 ans, elle a plutôt entre 30 et 40. Voilà. Donc c'est vrai que quand on voit ça, pas mal de personnes pourraient se dire injustice totale, etc. Mais là, ils disent, si vous êtes naturellement maigre, c'est que vous n'avez pas forcément très faim. Dans une étude publiée dans la revue Cell Métabolisme, des chercheurs se sont penchés sur des personnes ayant un indice de masse corporelle très bas, donc plutôt maigre. Leur découverte révèle que ces personnes sont en fait considérablement moins actives que les personnes ayant un IMC normal. De plus, elles mangent moins de nourriture que ceux qui ont un IMC normal. Donc c'est marrant de voir qu'elles sont moins actives et qu'elles ont un IMC et qu'elles mangent moins. Disons que le poids c'est pas que le gras, hein, c'est aussi le muscle. Donc moins actif veut dire moins musclé probablement. Donc pour cette étude, les chercheurs ont recruté 173 personnes avec un IMC normal et 150 qu'ils ont classés comme ayant une insuffisance pondérale, c'est-à-dire des personnes maigres mais en bonne santé. Les participants ont été suivis. Alors maigres en bonne santé, c'est ça qui me paraît toujours étrange. Pourquoi? Parce que en fait, quand on donne un IMC, l'IMC est là pour dire vous êtes dans une tranche santé. Donc on va dire l'IMC, vous savez, l'IMC normal. Et puis quand vous le dépassez, vous êtes en obésité modérée ou en maigreur, etc. Donc à partir du moment où on dépasse, on n'est plus en santé, puisque si on était en santé, on serait toujours dans le vert. Mais vu qu'on bascule dans le jaune, donc par exemple l'obésité modérée ou le début de maigreur, on peut plus dire que on est maigre et en santé ou gros et en santé. Je sais pas si on a le droit de dire gros aujourd'hui, mais globalement, enfin avec ces problèmes de grossophobie, je sais plus ce qu'on a le droit de dire. D'ailleurs, petit aparté, mais j'ai lu une étude vendredi qui parlait de la transmission du virus chez les personnes en surpoids. Alors on avait vu que les personnes en surpoids expirent plus de gouttelettes, donc du coup contaminent plus en fait que les autres, puisqu'il y a plus de gouttelettes expirées, mais également que les personnes en surpoids sont positives à un virus plus longtemps. Alors eux, ils étudiaient la grippe, je sais plus trop quoi, et ils extrapolaient les chercheurs au Covid-19 d'ailleurs, à la Covid-19, et que les personnes en surpoids et obèses tenaient le virus plus longtemps, enfin tenaient, je sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais en tout cas que pour leur entourage, ils étaient potentiellement contacts plus longtemps. Donc là, globalement, avec des études comme ça, on peut réellement parler de grossophobie. Pourquoi? Parce qu'en fait, phobie, la peur, enfin en tout cas une peur pathologique, des personnes en surpoids, par exemple, des personnes qui n'ont pas envie de choper le virus. Ils vont avoir peur des personnes en surpoids parce que les personnes en surpoids contaminent plus et plus longtemps. Et là, faut faire attention. En fait, j'en parle parce que là, on parle vraiment de parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que le terme grossophobie, moi, dans la rhétorique actuelle, il est pas utilisé de la bonne façon. Pour moi, une phobie n'est pas une stigmatisation. Stigmatiser des personnes en surpoids, ça n'est pas être phobique. Je comprends pas en fait le terme grossophobe. Pour moi, là, par contre, ce que j'ai dit par rapport à l'étude, oui, faut faire attention parce que mis dans une certaine rhétorique, ça peut devenir de la grossophobie, d'avoir peur de choper le virus parce que les personnes sont grosses. Et là, je trouve que c'est dangereux. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours un problème, surtout que moi-même, j'ai été en surpoids, donc je connais à la fois les inconvénients et tout ça. Enfin bon, c'est un sujet pointu. Mais bon, personne fera d'article sur moi parce que je fais pas des millions de vues, donc de ce côté-là, ça va. Donc je continue. Nous attendions à ce que ces personnes soient vraiment actives et aient des taux métaboliques d'activité élevés correspondant à des apports alimentaires élevés. Donc en fait, ils s'attendaient à se dire bon bah les personnes maigres,
Bon, peut-être qu'elles n'ont pas beaucoup d'appétit, mais elles doivent beaucoup bouger. Non, pas du tout, explique John Speakman, professeur à l'université d'Aberdeen au Royaume-Uni. Alors, je sais pas comment ça se dit. Il s'avère que quelque chose d'assez différent se passe. Ils avaient des apports alimentaires et une activité plus faible, ainsi qu'un métabolisme de base élevé, c'est-à-dire un taux métabolique au repos, donc RMR pour Resting Metabolic Rate, étonnamment plus haut que prévu, lié à des niveaux élevés d'hormones thyroïdiennes. Donc, en gros, ces gens-là, ils ont tiré le jackpot. Mais le jackpot, pas forcément. Pourquoi ? Alors, le jackpot, c'est-à-dire que toutes les personnes comme moi, qui écoutent ce podcast, Alors, moi, je vais replacer les choses dans leur contexte. À manger globalement à ma faim, si je mange à ma faim et les aliments que j'aime, donc c'est-à-dire que si on m'enlève la muscu, mes connaissances en nutrition et tout, que j'écoute mes instincts profonds, c'est-à-dire que je mange avec mes instincts et que je fais de ma vie mon activité physique et tout, je suis mes instincts, je deviens obèse. Voilà, c'est comme ça, je vais pas pleurer, c'est la vie, on n'est pas tous égaux. Ben moi, ma pente, c'est d'aller vers l'obésité. Quand je vois qu'il y a des gens qui partent naturellement, ils ont moins faim, et puis qu'en plus leur métabolisme c'est une chaudière de base, c'est-à-dire qu'en faisant moins d'activité que moi, ils ont un métabolisme plus élevé, je vais pas leur jeter des cailloux, je vais juste leur dire, bah voilà, eux ils ont cette caractéristique, moi j'en ai peut-être une autre, et puis je l'ai peut-être pas, c'est pas grave, mais au moins autant l'accepter le plus vite possible, parce que de râler ça sert à rien en fait. Donc je l'accepte, il y a des gens différents de moi, tant mieux pour eux, et moi pour avoir un équivalent, je dois faire plus de travail. Mais il faut que je l'accepte, parce que si je me mets à chialer, pour que ça changera pas en fait. Personne va venir m'aider, va venir me tourner un petit curseur dans le dos qui va monter mon métabolisme. Il y a que moi qui peux agir là-dessus. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que y a aussi l'envers du décor. L'envers du décor, c'est que la maigreur est une souffrance. On parle beaucoup de grossophobie aujourd'hui. La maigreur est une souffrance pour énormément de personnes. J'ai beaucoup de potes qui étaient très très complexés de leur maigreur. C'est-à-dire que les cuisses fines dans le jean, ils se mettaient jamais en short, ils se sentaient maigres, quoi, les bras maigres, etc. Ce sont des personnes qui souhaitaient même avoir un peu de bide. Pour vous dire, ils voulaient être un peu plus corpulents. Donc on parle pas encore de maigrophobie, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Mais la pente aujourd'hui est plus sur les personnes en surpoids, quoi. Donc attendez, je bois un petit coup. Mais bon, la maigreur est une vraie souffrance, mais une vraie souffrance, et qu'on oublie. Je parle au-delà des anorexiques, etc., qui sont qui souffrent parce qu'ils se perçoivent gros, alors ils veulent maigrir, et qu'à un moment donné ils souffrent aussi parce qu'ils se disent je fais n'importe quoi, je vais en crever. Mais la souffrance, sans parler de la pathologie d'un TCA, la souffrance d'être trop maigre et on n'arrive pas à grossir, à un moment donné, c'est difficile aussi pour ces personnes de se dire, c'est aussi difficile pour ces personnes de se forcer à manger que pour celles qui mangent trop de se forcer à diminuer les quantités. Et à un moment donné, il y a une complexité parce que leur métabolisme, une personne en surpoids, elle a plus de mal à être mince en mangeant la même chose que celles qui sont minces. C'est pour ça qu'il y a une injustice. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mangent ce qu'elles veulent et elles sont bien. Si celui qui est en surpoids, il mange la même chose que celui qui n'est pas en surpoids, ça veut pas dire qu'il va avoir un poids de forme. Non. Pourquoi ? Parce que son métabolisme de base fait que lui, il stocke pas pareil. Donc il va devoir faire plus que celui qui est normal. Par rapport à l'IMC. La norme étant l'IMC. Ce que je dis, c'est pas une norme. Faire attention parce qu'après, il y en a qui vont se jeter sur mes mots. Donc, et la maigreur, c'est la même chose. La maigreur, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez l'impression, c'est facile pour avoir un poids de forme, c'est-à-dire un poids ni trop élevé ni trop bas, il suffit de manger un peu plus pour les personnes maigres. Ouais, mais en fait, ces personnes mangent déjà à satiété. Ou alors, ces personnes pensent qu'elles mangent beaucoup, mais en fait, elles mangent beaucoup sur un repas dans la journée. Le reste du temps, elles bouffent rien. Elles sautent le petit-déj ou elles boivent juste un café. Elles vont manger un croissant peut-être parce qu'elles n'ont pas besoin de faire attention. Pour elles n'ont jamais pris de poids, donc aucun intérêt de manger sainement. Et puis le soir, elles vont manger un repas. Pour elles vont beaucoup manger, mais même si elles mangent 1000 calories ou 1200 calories, c'est que dalle en fait. C'est que dalle sur la journée. Donc les enquêteurs, ils disent là, ont ainsi découvert que par rapport à un groupe témoin qui avait un IMC normal, donc c'est eux qui parlent de normes, vous voyez, les individus maigres en bonne santé consommaient 12% de nourriture en moins. Ils étaient
également 23% moins actifs. Donc, alors là, il y a une citation qui dit « Bien que ces personnes très maigres et de faible niveau d'activité, leurs marqueurs de santé cardiaque, y compris le cholestérol et la tension artérielle, étaient très bons », déclare le premier auteur, actuellement à l'Université de technologie et commerce à Pékin. Cela suggère qu'une faible masse corporelle peut l'emporter sur l'activité physique en ce qui concerne les conséquences sur la santé. Je ferai pas ce raccourci aussi rapidement, mais ils ont le droit de le dire, mais je ferai pas ce raccourci aussi rapidement parce qu'il y a d'autres marqueurs de santé, notamment au niveau des télomères et de l'activité physique. Donc je ferai pas ce raccourci-là, moi, personnellement. Mais oui, mais après il faut se dire, ok, c'est pas parce que eux ils y arrivent. Vous savez, il y a toujours une injustice. Faut pas tomber là-dedans. C'est-à-dire que quand on voit des gens qui mangent mal, qui ont des abdos apparents, même à 30-40 ans, et qui picolent, et qui font même un petit peu la morale. Oui, mais il faut faire de tout, faut manger tout, regarde-moi, machin. C'est pas grave, on est tous différents. Faut accepter cette foutue différence, et heureusement qu'on est différents, sinon ce serait bien ennuyeux. Et juste, faut se dire, il y en a qui ont d'autres problématiques, on pourra peut-être les aider sur d'autres sujets, mais en tout cas, sur l'organisme, nous, on doit fournir peut-être un peu plus que la moyenne pour perdre du poids, et d'autres un peu plus que la moyenne pour prendre du poids. C'est comme ça. En tout cas, les gens maigres sont des gens globalement, je parle hors régime, donc des gens maigres qui sont maigres par nature, en fait, en écoutant leur vraie nature. Ce sont des gens qui ont moins d'appétit et qui bougent moins. La musculation est-elle de droite ou de gauche ? Alors là, c'est une interview, je sais pas trop comment, alors c'est même réservé aux abonnés sur le site de Libération. La musculation est-elle de droite ou de gauche ? Elle parachève une forme de réussite sociale pour les individus. Alors, l'article est payant, donc j'ai que le début. C'est une polémique comme seul Twitter a le secret. Début août, des utilisateurs de Twitter échaudés par la canicule. Alors ils se demandent la musculation une utilisatrice qui pose la question, la musculation est-elle l'apanage de la droite ou de la gauche ? Et la question est vite réglée. La musculation demande de la rigueur, de la discipline, et on récolte un résultat proportionnel à son travail et à son engagement quotidien. C'est une discipline de droite par définition. Et d'autres disent la musculation n'est pas de droite, c'est une pratique sportive passionnante où l'on s'entraîne, où l'on apprend. Bon. En fait, j'ai envie de tous ces débats qui naissent un petit peu à droite à gauche. À un moment donné, aller dans une salle de sport ou acheter du matos. S'il y a bien un endroit où on ne parle pas de politique ou peu de politique, où on se demande pas qui est de droite, qui est de gauche, c'est bien une salle de sport. Donc en fait, les gens qui lancent ces débats, je pense que ce sont des gens qui ne sont pas allés dans des salles de sport. Parce que dans les salles de sport, vous avez un jeune de banlieue qui va aider au développé couché, je sais pas moi, un notaire ou un truc comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, je veux dire, j'ai fréquenté des tas de salles de musculation. C'est comme ça que ça se passe. Dans une même salle de sport, vous allez avoir des bobos chics et en même temps des grosses embrouilles avec des mecs qui vont se cogner dessus. Et c'est ça en fait. Alors moi, je parle des salles de musculation. J'imagine que dans les cours de boxe, ça doit être un petit peu pareil. Dans divers sports. Mais s'il y a bien un endroit où, franchement, on pose tous notre culture et nos points de vue politiques à l'entrée, c'est vraiment les salles de sport. Il y a de tout dans les salles de sport. C'est justement ce qui fait que... Et d'ailleurs, on se tutoie tous. Il n'y a pas de hiérarchie. La seule hiérarchie qu'il peut y avoir en salle de sport, c'est la loi du plus fort, en fait. Quand je dis la loi du plus fort, c'est, en gros... Celui qui fait du développé couché barre à vide ferme sa gueule quand celui qui fait du développé couché à 100 kilos ouvre la bouche. En gros, je dis, c'est un raccourci, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que il y a encore une forme de hiérarchie dans ces salles de sport, dans les salles de sport où globalement, en fait, celui qui parle et celui qui fait autorité, c'est celui qui a prouvé qu'il était fort ou qu'il était musclé, etc. Alors, c'est peut-être petit, c'est peut-être bas, mais c'est encore comme ça que ça se passe. Et s'il y a bien un endroit, en fait, où les gens c'est bien un truc de, je sais pas, moi, arrêtez de croire, c'est la faute d'articles comme ça, c'est que les gens, vous allez créer des problèmes là où il y en a pas.
fait, personne parle de droite ou de gauche. Les seuls problèmes qu'il y a dans les salles de sport, c'est un regard de travers, on se cogne dessus, et ça s'arrête là. Mais comme depuis toujours, ça a été comme ça, les gens sont pas d'accord sur un truc, mais rien à voir avec droite ou gauche. Et là, à mon avis, c'est créer des problèmes là où il y en a pas. Comme je disais tout à l'heure, vous allez des gars pareils d'autres personnes au squat, ils sont pas du tout du même, je sais même pas si on peut dire rang social ou de la même caste ou j'en sais rien. C'est justement ça qui est sympa, tout le monde se tutoie dans une salle de sport. Arrêtez, n'allez pas créer de la merde là où il y en a pas. Et dans votre article d'ailleurs, vous avez mis une photo d'Eugène Sandow. Vous avez marqué portrait du carrossier allemand. Alors, je sais pas s'il était carrossier, mais il me semble que c'est une mauvaise traduction anglais-français. C'est portrait du bodybuilder ou culturiste, parce que quand on fait de la traduction anglais-français comme ça avec Google, par exemple, ça traduit bodybuilding ou bodybuilder ou culturisme par carrossier. Donc voilà. Donc c'était un culturiste, hein. Surtout peut-être qu'il était carrossier, hein, je sais pas, mais en tout cas il est connu pour être culturiste. Donc voilà, ne créez pas de la merde là où il y en a pas encore, en tout cas où c'est pas politisé, quoi. C'est tout. Voilà. Ah oui, j'avais autre chose aussi à vous dire. Vous faites peut-être partie de ces gens qui changent de job actuellement. Il y a, alors j'espère que ça va pas lancer l'audio de la page, juste la vidéo. C'est un article qui s'appelle J'ai craqué, ce n'était plus tenable. Plus de 500 000 personnes ont démissionné au premier trimestre 2022. Donc eux ils disent que c'est l'épidémie du Covid, que c'est alors perte de sens, remise en question après le Covid-19, les raisons de démissionner sont nombreuses. Rudy, un agent de sécurité, a lui aussi démissionné parce qu'il ne supportait plus le management violent de son travail, etc. Un autre, j'étais chauffeur poids lourd pendant 5 ans, j'ai démissionné. Bon, moi mon point de vue là-dessus, c'est il y a deux choses. La première chose, c'est que tout le monde veut être quelque chose ou quelqu'un. La photo réseaux sociaux, je n'en sais rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'avoir un travail, je sais pas comment on appelle ça, de fonctionnement, donc un travail qui n'est pas classe à dire quand on est à table. C'est-à-dire que quand vous avez à table quelqu'un qui est agent immobilier, un autre qui est wedding planner et un autre qui est, je sais pas moi, chauffeur-livreur, le chauffeur-livreur, il va se dire, moi j'ai un métier, il est pas in, il est pas tendance, quoi. Et donc du coup, il y a de plus en plus de personnes qui veulent des métiers in et tendance, quitte à gagner un peu moins, mais ils veulent un métier qui donne du sens à leur vie. Pourquoi pas? Et c'est une bonne chose. Ce qui fait que les travails, qui sont moins séduisants, donc les métiers physiques, mais peu. Qu'est-ce que je pourrais donner? Je sais pas, préparateur de commandes par exemple, déménageur, etc. Tous ces métiers-là, ce sont des métiers qui vont avoir de moins en moins de personnes intéressées. Ce qui veut dire que les salaires vont augmenter. Moi, je l'ai vu dans mon entourage très proche. Des gens ont proposé parfois des salaires doublés et les personnes refusaient. Parce que ce sont des métiers que plus personne veut faire aujourd'hui. Et pas des métiers, je parle pas des métiers physiques, hein, là c'était un métier à la clim en été et au chauffage en hiver, assis, etc. Eh bien, les gens ne veulent plus, les gens veulent faire des travails qui donnent du sens à leur vie. Tant mieux, pourquoi pas? Ça fait un gros revers de bâton et les gens même, dites-vous une chose, c'est que les gens démissionnent. C'est-à-dire que ils refusent leurs droits, leurs machins, ils partent pour autre chose, quoi. Alors moi, pourquoi je vous parle de ça? Juste avec une petite réflexion que j'ai eue, si vous êtes dans une période de vie comme ça, prenez en compte le reste de votre vie. C'est-à-dire, on est passionné de forme physique, de santé, de tout ça. Moi, j'avais fait un cours, une formation sur mon site qui s'appelait métier du fitness, tous ces métiers autres que coach sportif et que nutritionniste que vous pouvez faire. Je vais mettre métier du fitness. Comment j'avais appelé ça? Métier du fitness. Comment j'avais appelé ça, sans déconner? C'était un long travail que j'avais fait.
Ah oui, voilà. 14 métiers du fitness avec ou sans diplôme. Donc allez le voir, je vous le mets dans les liens. Donc tout ce que je cite, c'est dans les liens que je vous mets en note d'émission. Donc si vous êtes sur YouTube, vous avez un lien qui vous amène à toutes les notes. Si vous avez le podcast qui vous arrive par mail, vous avez le lien également normalement. Donc 14 métiers fitness avec ou sans diplôme. Donc ça, c'est à réfléchir. Pourquoi ? Parce que si vous êtes en reconversion actuellement, allez voir ça. Donc 14 métiers fitness avec ou sans diplôme. Sinon, essayez de vous dire, ok, par exemple, moi, si je devais me reconvertir demain, donc moi je l'ai déjà faite ma reconversion il y a quelques années maintenant, mais si je devais me reconvertir et que je voulais pas avoir un travail par exemple sur internet ou voilà, que je voulais un travail qui aille dans le sens de ma forme physique et tout, eh ben plutôt choisir peut-être un métier où je suis pas trop sédentaire. Donc de tenir compte de ce genre de choses. Est-ce que j'ai envie de travailler plutôt dans la nature ou en ville ? Est-ce que j'ai envie d'un travail qui soit accessible en vélo ou par exemple est-ce que il peut y avoir une salle de sport sur place ? Est-ce que je pourrais manger ce que j'ai envie de manger ? Est-ce que je vais travailler les week-ends ou non ? D'essayer vraiment d'avoir peut-être au-delà de juste le salaire, d'avoir aussi le style de vie. Est-ce que le travail que je vais choisir, le nouveau job que je veux faire, est-ce qu'il est compatible avec ma nouvelle, entre guillemets, religion fitness ? J'aime bien utiliser le mot religion parce que ça donne un petit peu plus de force au truc, quoi. Qui est d'être plus actif, un peu moins sédentaire, un petit peu plus actif et de manger mieux, etc. Et d'inclure ça, en fait, dans ce qui va permettre de choisir ce nouveau travail. C'est juste le conseil que j'essaye de donner. Parce que c'est vrai que, par exemple, je dis un exemple tout bête, mais une personne qui est à fond pour les aliments bruts et donc non transformés et qui essaye de se battre un petit peu là-dedans, contre les aliments transformés, ce serait quand même étrange qu'elle aille travailler pour l'industrie agroalimentaire. En fait, au début, elle va dire, ouais, mais attends, c'est bien payé. Oui, mais peut-être que, au fond, elle aura ça va lui créer un dysfonctionnement au niveau cérébral. Elle va avoir l'impression de travailler pour l'ennemi, quoi. Et elle peut ne pas s'en rendre compte, mais se dire, je trouve pas de sens à mon travail. C'est très important de trouver une forme de sens à son job, hein. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, vous imaginez, les gens démissionnent, quoi. Et je le vois autour de moi, hein, beaucoup de remises en question. Est-ce que vous avez, dites-le moi en commentaire, des gens autour de vous qui ont des grosses remises en question, ou peut-être vous-même, vous avez vraiment envie de changer de travail, là, de faire autre chose, vous sentez que la vie, elle a été mise sur pause, ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses, vous avez envie de donner du sens, de servir plus à quelque chose dans votre vie, ou de plus vous épanouir, j'en sais rien. Et dites-le moi en commentaire si ça vous l'a fait, si vous ressentez ça. Moi, je peux vous garantir qu'autour de moi, c'est plus d'une personne sur deux qui a ressenti ça. Voilà. Et celles qui ne l'ont pas ressenti sont souvent celles qui ont déjà un métier qui donnait du sens pour elles. Voilà. Bon, sinon, j'ai sorti dimanche quelque chose qui s'appelle soja, testostérone, les calories ne se valent pas, faire son propre pain, FAQ numéro 24, partie 2. Donc, j'ai traité pas mal de questions. Comment s'entraîner quand on a un métier physique, faire son propre pain, comment le faire, le ou la conjointe ne fait pas de sport, comment manger quand on est en couple, protéines de soja, œstrogène et testostérone, le vrai du faux, utiliser le air fry pour la cuisson, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment affiner son visage, la patate douce est-elle mieux que l'avoine, faut-il prendre une collation après l'entraînement quand on a beaucoup de graisse à perdre, les protéines en excès causent-elles une hausse de la charge glycémique, le corps assimile toutes les calories de la même façon, oui ou non, comment gérer sa diète quand on craque facilement, etc. Donc c'est la deuxième partie de la grosse FAQ numéro 24 qui sera en 3 parties, donc vous avez eu la partie 1 la semaine dernière, là aujourd'hui c'est la partie 2 que vous avez pareil dans les notes de l'émission ou sur le site directement, et la partie 3 qui sera la semaine prochaine. Voilà, donc j'en dis pas plus, allez voir, tous les liens sont en description, et sinon on se retrouve tout de suite de l'autre côté ou pour un autre podcast comme vous voulez, si vous avez du retard à rattraper. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition,
nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.